quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Vous écoutez Manager Tout-Terrain, le podcast qui explore les défis, les succès et les enseignements de ceux qui font du management au quotidien. Je suis Simon Châtelain, directeur pédagogique chez MyConnecting, et ensemble nous allons partir à la rencontre de managers inspirants qui vont nous partager leurs conseils concrets et leurs expériences terrain pour transformer vos pratiques managériales. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Fougerat qui me parle de l'exemplarité qu'il nomme élégance managériale dans son 8e livre aux éditions Bréal. Frédéric Fougerat, c'est le DIRCOM le plus suivi des réseaux sociaux. Il a été classé numéro 1 des décideurs les plus influents de la com par le magazine Forbes. On revient ensemble sur ses expériences parfois difficiles de management. On parle de délégation, de faire confiance, de l'art difficile de poser des règles ou encore du droit à la déconnexion et de comment se l'appliquer. Bonne écoute! Bonjour Frédéric. Bonjour Simon. Enchanté de t'accueillir sur ce podcast. Bienvenue dans mes bureaux parisiens. Merci de m'accueillir. J'en ai qu'à Paris d'ailleurs. Écoute, pour démarrer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Alors pour me présenter, c'est assez simple. Je suis un communicant. J'ai été DIRCOM pendant 35 ans, directeur de la communication. 35 ans, une partie dans le public, une partie dans des grands groupes internationaux. Aujourd'hui, je suis président d'une agence qui s'appelle Tenkan Paris, une agence de communication, de crise, image et réputation de personnalités dites sensibles. À partir du moment où on peut se retrouver exposé aux médias, on est une personnalité sensible. Je suis un autodidacte. Voilà, j'ai commencé les études de droit, mais que j'ai très vite abandonné au moment de la création des radios libres en France. Donc je suis quelqu'un qui a appris en faisant. J'ai construit un parcours, mais sans stratégie, juste en travaillant et en essayant d'être fidèle et loyal aux personnes qui m'ont tendu la main et donné ma chance. Et puis à un moment, on se retourne et ça fait ça fait 37 ans que la vie professionnelle dure. Génial, merci. Ouais, effectivement, tu as été manager pendant toutes ces années. J'ai commencé DIRCOM en fait. J'ai commencé DIRCOM d'une radio libre. Au moment de la création des radios libres, j'étais à la fois DIRCOM de la radio, j'étais animateur d'émissions et producteur de ces émissions. Alors c'est des mots qui peuvent faire un peu fantasmer, mais pendant ces 2 années, j'ai jamais été payé parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'était une radio associative, mais il fallait faire le job, il fallait découvrir et inventer le job. Il fallait tenir l'antenne, il fallait créer des contenus, créer des programmes originaux. Et quelque part, ça fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, DIRCOM depuis le premier jour. Et après, tu es recruté comme DIRCOM parce que officiellement, tu as cette expérience, ce titre et cette compétence, ce statut, et on te recrute pour ça. Et puis tu continues de te construire et d'apprendre tout en faisant. D'ailleurs, j'apprends toujours tous les jours. J'ai un proverbe japonais qui m'est cher, c'est on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Et moi, je me sens éternellement jeune. Génial. Et tu es passé finalement de DIRCOM de Radio Libre à après manager de contextes très internationaux. Alors de DIRCOM de Radio Libre, je suis d'abord passé par le monde public, donc dans des collectivités territoriales, beaucoup dans des mairies, avant de passer par l'Assemblée nationale ou par une région, et ça pendant près de 15 ans. Et ensuite, dans le monde du privé. Alors, c'est pas un parcours à la française habituel, parce qu'en principe, on est enfermé dans un secteur, dans une étiquette, dans une catégorie. Donc moi, je passe des médias au public, au privé. Mais voilà, ça fait un parcours de communicant. Je sais pas s'il est atypique, en tout cas, il est assez simple et cohérent en même temps, parce que quelque part, on fait le même métier partout. Faut juste apprendre à connaître des gens différents, des codes différents, des fonctionnements différents, mais ton métier, c'est le même. Et c'est le même, si ce n'est qu'il a énormément changé entre le premier jour et le dernier jour, puisque le monde a beaucoup évolué, le métier a beaucoup évolué aussi. Je prends juste un seul exemple, par exemple, sur les rythmes. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait 2 journaux télévisés par jour. Il y avait celui de la mi-journée et puis celui du soir. Puis un peu plus tard, il y a eu celui de la nuit. Et aujourd'hui, il y a 48 JT par jour, parce qu'il y en a un toutes les 30 minutes. Ça change complètement la façon de faire notre métier, puisqu'il faut fournir davantage, il faut être beaucoup plus rapide. Donc voilà, même si c'est le même métier que j'ai fait pendant toute ma vie, mais ce métier il a énormément évolué, avec aussi évidemment plein de choses autour de la technologie qui ont évolué. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas l'ordinateur quand j'ai commencé à bosser. Oui, je suis si vieux que ça. Donc voilà, il a fallu s'adapter à tout ça. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle. C'est peut-être ce qui à un moment va me rendre has-been aussi, parce qu'il y a un moment où on doit s'épuiser à toujours s'adapter aux nouveautés. Mais voilà, médias, public, privé. Le métier de communicant, c'est le même métier.
Et le métier de communicant, il a évolué, celui de manager aussi. Ce podcast, il s'appelle Manager tout-terrain. C'est quoi pour toi aujourd'hui être un bon manager tout-terrain? Alors, c'est vrai que le métier de manager, il a dû évoluer, mais c'est peut-être celui qui a le moins eu d'évolution, si ce n'est que les gens ont évolué, nos façons de consommer le travail ou de consommer notre vie a changé. Donc ça a dû avoir un impact quand même sur le rôle du manager. Et oui, le manager, pour moi, il est tout-terrain. Il doit être tout-terrain, parce qu'un manager, c'est être capable de s'adapter à des publics différents, c'est s'adapter quand on a une fonction de direction à ses pairs dans un comité exécutif ou un codir, c'est être à l'aise avec ses collègues, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec en fait toutes ses parties prenantes. C'est aussi, par exemple, quand on est DIRCOM, être aussi à l'aise à imaginer une stratégie, qu'à monter un événement et transpirer toute une nuit ou tout un week-end pour qu'un événement soit prêt, que d'être dans une tenue plus formelle pour représenter ton entreprise dans une réception officielle ou sur un plateau de télévision. Donc il faut être capable de s'adapter à tous les terrains et être à l'aise et se sentir à sa place aussi sur tous les terrains. Donc c'est vraiment un manager, c'est vraiment quelqu'un qui doit être tout terrain. Je pense un bon manager qui ne serait pas tout terrain, il va être malheureux et mal à l'aise. Donc quelque part, il ne sera pas à sa place et il ne sera pas bien dans son job, quoi. Pour reprendre le titre d'une émission chère au journaliste Arnaud Arnoin, bien dans son job. Tu as sorti ton 8e livre, fin 2024, en octobre, qui s'intitule « Question de management, l'élégance n'est pas une option ». Dans ce livre, tu reprends régulièrement la notion d'exemplarité et donc d'exemplarité managériale. C'est quoi être un manager exemplaire pour toi? Je pense qu'être un manager exemplaire, c'est d'abord comprendre et accepter que le manager est un centre d'attention. Le manager, il a tous les regards portés sur lui dans l'entreprise de la part de ses équipes. Donc c'est une référence. Le manager, il fait autorité, qu'il le veuille ou non. En fait, c'est ça, le statut qui lui est conféré dans l'organisation fait qu'il a tous les regards portés sur lui. Mais l'autorité n'est respectée que si on est respectable. Ça, c'est absolument indispensable. Et pour ça, il faut être juste et il faut être cohérent. Par exemple, si j'impose des règles à mon équipe, elles s'imposent à tous et elles s'imposent aussi à moi. S'il doit y avoir une exception, alors elle doit pouvoir s'expliquer. Si elle ne peut pas s'expliquer, elle n'a pas lieu d'être. Ouais. Si je dois faire des économies, par exemple, et décider que les règles de voyage font que tous ceux qui se déplacent en avion devront se déplacer en classe économique. Alors dans le même temps, moi, il n'est pas acceptable que je loue un jet privé pour mes propres déplacements. Il faut que je sois cohérent avec les règles que j'impose aux autres. S'il y a une règle de télétravail qui est que chacun peut travailler un jour ou deux en télétravail dans l'entreprise, alors on ne peut pas accepter qu'à la tête du client ou le fait du prince, il y en ait un qui puisse travailler 4 ou 5 jours. Ou alors il faut pouvoir l'expliquer. En l'occurrence, j'ai par exemple un exemple d'un collaborateur que j'ai recruté dans une entreprise. J'avais tout d'un coup une charge de travail très importante à effectuer. Il me manquait la ressource pour le faire. La bonne ressource, je savais que j'avais déjà travaillé avec elle et je voulais donc recruter ce collaborateur, mais mon travail était basé à Paris et ce collaborateur à l'époque vivait à Londres et travaillait dans une agence de communication financière à Londres. Et donc je lui ai demandé de venir me rejoindre, ce qu'il a fait avec plaisir, mais sa vie était à Londres. Et donc j'ai dû aménager une organisation de travail spécifique pour lui. Mais je pouvais l'expliquer, il y avait une particularité. J'avais besoin de cette compétence, j'avais besoin de tenir compte de la spécificité, de la singularité de sa situation. Et donc il était explicable au reste de l'équipe que lui n'avait pas le même régime. En l'occurrence, il venait il venait tout le mois travailler à Paris et une semaine entière, il travaillait depuis chez lui à Londres. Pour essayer de lui conserver un équilibre aussi perso-privé avec sa compagne et avec sa vie de l'époque. Donc s'il y a une exception, elle doit pouvoir être expliquée. Et ce n'est pas seulement à la tête du client ou le fait du prince. Ouais. Tu t'es quand même adapté finalement dans cette situation. Oui, parce que j'avais une nécessité, il fallait que je trouve une solution pour servir mes objectifs et répondre à mon besoin. Et donc lui en faisait partie. Ouais. Voilà. Et comment on fait justement pour être exemplaire en tant que manager ? Je pense qu'être exemplaire, c'est une question d'éthique personnelle et de cohérence, encore une fois. Être exemplaire, c'est
aussi, c'est savoir rester professionnel en toutes circonstances. Je pense qu'il faut toujours veiller à ne jamais être guidé par l'affect ou le copinage. Ouais. Mm. Je ne dis pas que le manager ne doit pas être humain, qu'il ne doit pas être sensible. Il a le droit d'avoir des émotions, mais il ne doit pas non plus prendre ses décisions ou se laisser guider par ses émotions. C'est ça qui, je pense, est très important. Donc, rester professionnel en toutes circonstances. Et à partir de là, on est respecté pour les décisions que l'on prend. Sinon, elles vont être contestables parce qu'elles vont avoir plein d'interprétations possibles différentes. Et peut-être aussi la transparence, j'en parle pas suffisamment, mais la transparence, bien expliquer une décision qui est prise. Si je prends l'exemple, par exemple, j'ai eu souvent des grosses difficultés à faire passer des très faibles enveloppes d'augmentation. Voilà, tu travailles dans une entreprise et on te dit cette année, tu as 0,3% de ton enveloppe de masse salariale en augmentation, ce qui va représenter quelques euros, dizaines d'euros pour chaque collaborateur. Ça, c'est très compliqué parce que c'est difficile de motiver les gens en leur disant tu vas toucher 9 euros ou 12 euros de plus par mois sur toute l'année. Donc, par exemple, mon choix, c'est plutôt de créer des tranches annuelles. Déjà de me dire que tout nouveau collaborateur ou tout collaborateur qui a eu une promotion cette année n'aura pas d'augmentation cette année. Éventuellement, ça en limite peut-être un tiers de l'équipe. Et puis sur les 2 tiers restants, de dire 50% des collabs auront une augmentation cette année. Et ces 50-là n'en auront pas l'an prochain, mais c'est les autres 50% qui auront une augmentation. Du coup, l'augmentation paraît plus significative, elle est un petit peu plus motivante. Mais tout ça se fait dans la transparence, en montrant l'enveloppe dont je dispose, la façon dont j'utilise, la façon dont je la répartis et la façon dont chacun peut en bénéficier. Très clair. C'est une forme d'exemplarité, plutôt que de laisser supposer que tiens, celui-ci il a eu un avantage parce qu'il a été plus augmenté que les autres, elle a eu une promo mais on ne le dit pas, mais ça se voit sur sa fiche de paye. En plus, que ça se voit ou que ça se voit pas, de toute façon souvent ça finit par se savoir. Donc la transparence, ça évite aussi le mensonge et ça évite les risques et les crises qui peuvent se cacher derrière ce type de mauvais comportement. De comportement donc pas exemplaire, de mon point de vue. On peut avoir parfois tendance en tant que manager à se dire il faut que je prenne la plus grosse charge de travail, il faut que je réalise du travail pour justement montrer l'exemple à mes collaborateurs. Et finalement, on se rend compte que la délégation, ça peut aussi être une forme d'exemplarité. Est-ce que pour toi, déléguer, c'est rester exemplaire justement ? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, je ne pense pas que la course ou la compétition de celui qui travaille le plus, c'est une forme d'exemplarité. Bien au contraire, je pense qu'il faut savoir raison garder et être efficace, être performant, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire être celui qui travaille le plus, ou en tout cas pas celui ou celle qui fait le plus d'heures. Ça affecte même la santé mentale du collaborateur de chercher d'être dans la performance quantitative, qui n'a pas forcément de rapport avec la performance qualitative. Après ça, la question de la délégation, elle est très importante et je pense qu'elle est aussi en cascade. Effectivement, le savoir déléguer, pour moi, c'est une vraie compétence de manager. Un manager qui ne sait pas déléguer, quelque part, c'est pas un manager. Alors attention, déléguer, c'est pas abandonner son boulot à un autre par paresse. C'est plutôt pour moi du foutage de gueule. Et je pense si on abandonne son boulot à d'autres et pour ne rien faire, je pense pas qu'on reste longtemps dans l'entreprise. Mais déléguer, c'est plutôt démultiplier sa puissance de travail. C'est un pouvoir extraordinaire que chacun a de pouvoir être plus performant. Ça ne se fait pas comme ça. D'abord, ça suppose d'avoir recruté des personnes compétentes. Et idéalement, des personnes plus compétentes que soi, chacune dans leur domaine. Pour pouvoir déléguer, il faut avoir donc la bonne compétence au bon endroit. Il faut accepter, et ça c'est peut-être le travail ou l'effort intellectuel le plus compliqué, il faut accepter que le travail ne va pas être fait comme on va le faire soi-même. Ce qui compte, c'est j'ai un objectif à atteindre, la personne à qui je délègue va atteindre cet objectif. Mais la façon dont elle va l'atteindre, c'est son problème, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de travailler, c'est son rythme. Si je suis derrière pour lui expliquer ce qu'elle doit faire ou que ce qu'elle fait ne me convient pas, alors je ne suis pas en train de la déléguer, je suis juste c'est un bras armé qui fait à côté de moi ce que je peux faire en fait en direct. Donc ça, c'est ça qui est difficile et c'est ça qu'il est nécessaire d'apprendre.
Déléguer, c'est pas non plus se débarrasser ou ne pas avoir de boulot, parce que déléguer, ça suppose d'accompagner, ça suppose d'être présent, ça suppose de conseiller, ça suppose de savoir répondre à la personne à qui on a délégué, si elle a des interrogations, si elle a des questions, si elle a besoin d'être rassurée ou d'avoir un avis complémentaire sur ce qu'elle fait. En tout cas, ce qui est clair, c'est si tu es un micro-manager et que tu sais mieux que tous les autres, que tu sais tout faire mieux que tout le monde, alors tu ne peux pas déléguer. Et deux, je pense que tu n'es pas à ta place en tant que manager, parce que le rôle du manager, c'est d'être un décideur, c'est de piloter, coordonner, accompagner. C'est pas de dire aux autres comment ils doivent faire, ni de faire à leur place. Ouais. Tu nous parles là des manières de bien déléguer, justement, des quelques bonnes pratiques. Il y a un autre sujet important dans la délégation, et on le croise beaucoup dans les formations qu'on prodigue, c'est les personnes qui n'arrivent pas à faire confiance et qui pensent toujours qu'ils feront mieux finalement que quelqu'un d'autre et qui n'arrivent pas à donner leur confiance. Toi, comment tu arrives à justement donner et accorder cette confiance lorsque tu délègues? Alors, quand on manque de confiance, c'est soit parce que l'on sait qu'on n'a pas les bonnes compétences autour de soi, mais là du coup il y a des décisions à prendre. Donc je ne peux pas continuer à travailler avec une équipe qui n'est pas compétente, ou alors maladivement je me pense plus compétent, ou ça me rassure de me croire plus compétent que tout le monde, et là j'ai justement un effort à faire sur moi-même, et peut-être et certainement des formations doivent m'aider à me faire comprendre comment faire pour me démultiplier et de devenir plus puissant grâce au pouvoir de l'équipe. Parce que sinon, ça sert à quoi une équipe si on est en permanence sur chacun des membres de son équipe pour lui expliquer comment faire son boulot? Personnellement, j'ai toujours donné ma confiance plutôt dès le début, a priori, en rapport aux compétences des uns et des autres. Que ce soit des gens que j'ai recrutés directement ou des gens que j'ai récupérés dans une équipe. D'ailleurs, souvent des gens m'ont dit « Ah oui, mais peut-être qu'on y reviendra. Dans beaucoup d'entreprises, je suis arrivé en partie avec une partie de l'équipe, des gens avec lesquels j'avais travaillé avant. Mais ils avaient une valeur importante, mais ils n'avaient pas plus de valeur que les autres personnes qui existaient dans l'équipe. Et que si elles étaient toujours là, c'est parce que j'avais décidé de les garder. Elles n'étaient pas là par défaut. Si je ne les avais pas trouvées compétentes, je m'en serais séparé. Donc tout le monde a la même valeur, et donc je dois pouvoir m'appuyer sur tout le monde de la même façon. Cette confiance-là que je donne a priori, après, elle se renforce avec la pratique et la connaissance des uns et des autres. Ça suppose quoi? Ça suppose évidemment qu'il faut connaître son équipe. Il faut savoir avec qui on travaille. Et ça exige une des qualités de base, et peut-être la première des qualités d'un manager, à mon avis, c'est celle de l'empathie. Pour bien piloter une équipe, il faut savoir faire preuve d'empathie. Ça veut dire qu'il faut savoir écouter, observer, chercher à connaître et à comprendre les uns et les autres dans leurs qualités, dans leurs compétences. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir leur consacrer du temps. Et consacrer du temps, ça ne veut pas dire perdre du temps. Ça veut dire investir du temps pour fonctionner de la meilleure façon, d'être le plus fluide dans l'organisation du travail et le fonctionnement, de justement donner aux bonnes personnes les bonnes missions, les bons moyens, peut-être le bon calendrier aussi de travail. Il peut y avoir deux personnes qui ont la même compétence mais qui ne travaillent pas au même rythme, et en fonction de l'agenda à satisfaire, il va peut-être plutôt falloir travailler avec telle ou telle personne. Donc je pense que c'est ça qui est important pour arriver à donner sa confiance. Par ailleurs, un manager, c'est un décideur. Donc le manager ne va pas déléguer sa décision. Chacun doit avoir son autorité professionnelle et être capable de décider dans le périmètre qui est le sien, mais il faut aussi connaître son périmètre et savoir ne pas en sortir, et savoir à quel moment c'est le patron qui, lui, a aussi son autorité de décision. Quand tout ça fonctionne en harmonie, quand tout ça aussi est clairement, j'allais dire, écrit ou exprimé, parce que dans une organisation où les gens ne connaissent pas leur place, ne connaissent pas leur rôle, leur position dans l'organigramme, le rôle des autres, là il y a une confusion totale. Si chacun sait quelle est sa fonction, quelle est sa place, quelle est sa mission, quel est son périmètre, alors le patron peut déléguer, il délègue à des personnes qui sont compétentes, et là il y a un travail en harmonie qui se fait, et la délégation est merveilleuse. Et elle produit les résultats attendus. Tu parles de périmètre, donc déjà de connaître son périmètre en tant que collaborateur, alors même si c'est le manager qui doit le donner, mais il y a une forme de responsabilisation finalement du collaborateur. Est-ce que toi, tu as toujours eu justement cette âme de responsabilisation en tant que collaborateur? Comment on te l'a donné, et comment finalement en tant que manager on peut aussi transmettre cette
cette responsabilisation à ses collaborateurs? Alors tu as raison, le périmètre comme les responsabilités, c'est au manager de les donner aux collaborateurs, mais c'est aussi aux collaborateurs de s'en saisir et de les prendre. Et pour parler le même langage, il faut que les deux soient chacun dans leur rôle. Et moi, quelque part, le sens des responsabilités, pour répondre à ta question, je pense que je l'ai compris le 3e jour de mon premier vrai job. Quand je dis premier vrai job, c'est celui en tant que salarié, payé, avec une fonction de responsabilité. Je pense que dès le 3e jour, en étant moi-même, en étant parfaitement moi-même, j'ai compris que j'étais la bonne personne au bon endroit et qu'il fallait que je fonctionne comme je l'ai fait, comme je vais le raconter et pas autrement. Et c'est très simple. C'était il y a 37 ans. Un patron vient mon patron vient dans mon bureau suite à un événement et me demande comment s'est déroulé l'événement, comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Et j'ai trouvé que l'événement avait été complètement nul, raté, complètement décalé. Je ne l'ai pas dit avec ces mots, parce qu'il faut pas être inutilement blessant ou provoquant, mais je lui ai quand même dit que j'avais trouvé l'événement complètement has-been. Et là, il s'est tu, et il m'a regardé, il m'a écouté. Il y avait un gros cigare dans la bouche à l'époque, dans un bureau, ça existait. J'ai eu l'impression que ça durait une demi-heure, ça a dû durer 30 secondes. Et tout de suite, il m'a dit « Ah bon, alors qu'est-ce que vous changeriez pour l'an prochain ?» C'était un événement annuel. Et là, j'ai compris, en fait, que j'étais à ma place, que mon rôle, c'était pas d'être un courtisan, que mon rôle, c'était pas lui dire qu'il était le plus beau, le meilleur, et que tout ce qu'il faisait était formidable. Sans agressivité, sans violence, mais avec honnêteté, loyauté, lui dire ce qui me semblait négatif dans ce qui avait été fait, certainement aussi ce qui avait été positif, et comment les choses pourraient évoluer, en tout cas de mon point de vue. Et effectivement, il a retenu une partie de mes suggestions, probablement pas toutes, j'en ai pas le souvenir, mais avec le temps, les choses se sont installées, et assurément, ce même événement l'année suivante ne ressemblait plus du tout à celui que j'avais vécu, et j'ai fait un très grand bout de chemin avec ce dirigeant qui était l'élu d'une commune de la région parisienne. Voilà, c'était un formidable apprentissage, mais j'ai tout de suite compris que mon rôle, c'était pas de chercher à lui plaire, mais plutôt d'être utile et honnête. Ouais, le feedback, c'est dans les deux sens. Exactement. Et c'est le plus dur, finalement, c'est de faire un feedback à son manager, mais parfois, c'est essentiel. Mais fallait-il que j'ai confiance en lui et que lui ait confiance en moi et que cette confiance soit mutuellement transmise, quoi. Avec ce dirigeant, tu l'as suivi pendant quelques années, tu l'as dit. Tu as énormément changé d'environnement et tu es parfois arrivé dans des contextes de manière un peu brutale. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as géré justement ces arrivées brutales au sein d'une équipe ? Alors ces changements et ces arrivées brutales sont plutôt, là j'évoquais une fonction dans le secteur public, c'est plutôt dans le secteur privé où j'ai pu connaître cette brutalité plus pour les autres que pour moi d'ailleurs, mais c'est le fait du jour au lendemain d'arriver dans une entreprise parce que je suivais le président avec lequel je travaillais, et au moment où il arrivait dans l'entreprise, il imposait son nouveau DIRCOM, et parfois les gens le sentaient venir, parfois pas du tout, et il m'est arrivé, c'est l'exemple que je peux utiliser là, qu'une direction de la communication d'un grand groupe, plus de 100 000 collaborateurs, enfin en l'occurrence c'était le groupe Elior, je peux le citer, il n'y a pas de problème, les collaborateurs apprennent à 9h un matin que leur patron DIRCOM a été dégagé et qu'à 10h arrivera un nouveau. Et c'est pas une situation très confortable pour le nouveau. Alors je pense à celui qui doit céder la place et pour qui la situation n'est pas ni confortable ni agréable, mais elle l'est pas davantage pour moi. Et il a fallu m'y prendre de plusieurs façons. Et t'as pas tellement le temps d'y réfléchir, même si moi ça faisait 2-3 semaines au moins que je savais que j'allais arriver là. Mais ma façon de faire, ça a plutôt d'être encore une fois plutôt transparent et honnête. La première des choses, ça a été de leur expliquer que moi, j'étais pas spécialement content d'avoir quitté mes fonctions précédentes et le groupe précédent dans lequel j'exerçais, que j'étais triste d'avoir quitté mes équipes et que je n'étais quelque part pas responsable. J'étais la représentation de leur patron qui était viré, mais j'étais pas responsable. Je m'étais pas battu, ou c'est pas moi qui l'avais mis dehors. Donc voilà, c'était une situation de fait auquel on était tous confrontés, mais c'était pas de mon fait. Donc j'incarnais la nouvelle direction de la communication, mais voilà, sans avoir cherché à tuer le prédécesseur. Donc ça, c'est une façon aussi de... Je sais que ce discours, notamment à cette occasion, avait beaucoup touché les collaborateurs qui étaient assez choqués, mais en même temps émus que je leur dise que moi, j'étais triste d'avoir quitté mes équipes précédentes.
Après, tout en tenant ce discours, je ne savais pas si quelque part j'étais le bienvenu parce que eux étaient satisfaits de changer de patron ou au contraire très attachés à leur ancien patron et donc quelque part très déçus ou très sur la réserve. Tu savais pas forcément où t'arrivais Et finalement. je ne savais pas du tout où j'arrivais. C'est ça qui était, c'est ça qu'il fallait en fait savoir gérer. Après, j'ai aussi essayé tout de suite d'impulser des choses. Et par exemple, j'ai essayé d'avoir quelques messages forts. Alors, exercice que j'ai eu à répéter plusieurs fois, donc je savais ce que je faisais. J'aurais par exemple expliqué que la communication, alors que c'est souvent le cas dans beaucoup de groupes, qu'à partir du moment où j'arrivais, que la communication n'allait plus être la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres et qu'il allait donc falloir apprendre à dire non. Et en communication, souvent, on est considéré non pas comme une fonction stratégique, mais comme une fonction support, non pas comme une fonction qui produit de l'intelligence, mais comme un passe-plat qui sert toutes les demandes entrantes, sans les hiérarchiser, sans les distinguer, et souvent à la dernière minute, parce que des gens travaillent pendant 6 mois ou 1 an sur un projet très important, et puis la veille pour le lendemain, on te demande de communiquer. Et donc là, je leur ai expliqué qu'on allait se faire respecter dans notre fonction, parce que d'abord, notre responsabilité, c'était de bien faire notre travail, et donc on ne peut pas le faire dans l'urgence. L'urgence, on peut l'accepter. L'urgence, c'est la police ou les hôpitaux, les pompiers. Mais en communication, il n'y a pas d'urgence. Donc, on a besoin. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des crises. Mais de façon générale, c'est un travail qui doit être organisé, qui doit être réfléchi. Il faut prendre le temps de comprendre, d'appréhender un sujet, de comprendre comment on va essayer de le valoriser, sous quel angle, comment on va éventuellement le vulgariser s'il est complexe, quelles sont les cibles, comment fonctionnent les cibles. La question de l'empathie va revenir sur ces questions-là, donc ils sont propres et aux managers et aux communicants, donc ça fait une même qualité quand on est manager communicant. Tout ça demande du temps. Après, il va falloir prendre du temps de production pour écrire, pour illustrer, pour programmer des outils. Donc voilà, on ne fait pas les choses à la dernière minute, on ne fait pas tout non plus. Chacun a envie de promouvoir son travail, mais voilà, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. La qualité de décideur, là, va intervenir avec qu'est-ce que je sacrifie et qu'est-ce que je préserve. Voilà, donc tout ce discours quelque part d'introduction a donné, j'ai eu un peu l'impression que les gens se tenaient plus droit à la fin de mon intervention qu'au moment où je suis arrivé, où ils étaient peut-être un peu effondrés. Et quelque part, c'était le départ d'une nouvelle aventure, mais où les gens se sentaient un peu plus forts et ils disaient on va peut-être être davantage reconnus dans nos compétences et dans nos qualités, ce qui, je crois, a été le cas. Ouais, t'es venu aussi avec une nouvelle façon de penser et il y a quelque chose de valorisant qui est dans ton discours à ce moment-là. Oui, parce que j'essaye de... Dans le métier qui est le mien, donc la communication, donc ça ne va pas être valable pour tous les managers, mais la communication, c'est un métier où chacun se pense compétent. Chacun confond le fait d'avoir un avis et le fait d'avoir une compétence. Chacun réagit sur la communication, sur le résultat final, donc souvent sur l'outil final, avec une réaction personnelle et affective sur le choix d'une couleur, sur le choix d'une illustration, sur le choix d'un son, d'une musique, mais sans connaissance ou sans compréhension des enjeux, sans vision des objectifs à servir. Donc tout ça est mis de côté juste pour une réaction affective, épidermique, une émotion. Sauf que la communication, c'est légèrement plus compliqué. Et donc cet avis qui remplace la compétence fait qu'il y a un grand manque de considération de nos métiers, parce que tout le monde pense finalement pouvoir se mettre à notre place. À une exception près, c'est quand on est en situation de crise. Et là, quand la communication doit jouer son rôle dans l'accompagnement de la crise, là, la communication de crise, tous les touristes, tous les amateurs de la com disparaissent, parce qu'ils disent non, mais là, c'est pour les professionnels. Évidemment, là, il y a des coups à prendre. Il ne s'agit pas de dire je préfère le bleu ou je préfère le rouge, mais il s'agit de s'engager. Et donc là, quand il y a des risques à prendre, on ne voit plus personne. Mais c'est un peu le seul moment encore, ou un des rares moments, où la communication et les communicants sont considérés vraiment pour leur valeur professionnelle. Sinon, chacun pense que son opinion a la même valeur que la compétence ou l'expérience ou l'expertise des uns et des autres. Je pense qu'une partie de ton discours, nos auditeurs peuvent aussi le transposer. Il y a d'autres problématiques qu'on retrouve dans ce que tu évoques dans d'autres métiers, entre les équipes commerciales qui ont des enjeux d'immédiateté pour répondre aux clients, et justement les équipes prod, alors qui ne sont pas forcément des équipes com, mais des équipes prod qui doivent d'un seul coup répondre avec urgence à la demande, et qui parfois n'arrivent pas forcément à dire non,
il faut négocier un délai, il faut tout ça, quoi. Non, mais tu as raison, en réalité, il y a beaucoup d'équivalences. Je ne parle que de ce que je connais le mieux, Bien mais sûr. il y a beaucoup d'équivalences. Quand je tiens ce genre de discours, d'ailleurs, souvent les gens des RH nous disent non, mais nous aussi, on n'est pas considérés, non, mais nous aussi, tout le monde pense pouvoir faire son recrutement chacun dans son coin. Donc il y a assurément beaucoup d'équivalences, mais c'est vrai que la bonne harmonie dans une organisation, hein, qu'elle soit publique ou privée, c'est que quand même chacun respecte les compétences des uns et des autres, et notamment aussi le temps de travail nécessaire pour que chacun puisse bien faire son travail. Si la communication ne peut pas faire correctement son travail, mais c'est l'ensemble des équipes et de l'entreprise qui en pâtit. J'étais il y a quelques jours dans un séminaire avec les équipes Orange de l'Afrique et du Moyen-Orient et le directeur général adjoint de cette entité du groupe Orange a dit à ses équipes les résultats, votre travail est indissociable des résultats du groupe. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que dire aux équipes communication, le formuler de cette façon, bah, sans vous, nous n'aurions pas les mêmes résultats, c'est bien montrer la considération qui est portée au travail de la communication. On n'entend pas ça dans toutes les entreprises, où on ne l'entend pas forcément avec la même sincérité. Ce que je veux dire, parfois il y a le discours, puis après il y a la réalité, et là le discours était particulièrement sincère, donc c'est pour ça qu'il m'a touché. Ouais, non, c'est super important, et notamment de valoriser ceux qui sont en bout de chaîne, qui parfois ne reçoivent pas tout de suite les Ceux qui premiers sont en bout de éloges. chaîne, ceux qui sont invisibles, parce que dans une équipe, tout le monde a son utilité. Il y a des gens qui sont visibles, des gens qui ne sont pas visibles, il y a des gens qui sont bruyants, d'autres qui sont silencieux, suivant les fonctions, suivant le métier, bah, mais tout le monde fait partie de la réussite collective, quoi. J'aime souvent dire que la réussite, c'est pas un one-man show. Donc je sais que j'ai souvent, de par ma fonction, été le représentant des succès de certains travaux ou parfois par des récompenses, ben c'est moi qui suis mis en avant. Mais quand je suis mis en avant, c'est tout le travail de toutes les équipes qui ont fonctionné autour de moi et qui est récompensé. Et c'est pas juste ma personne. Ouais. Et c'est important en tant que manager de pouvoir aussi le communiquer à ses équipes. Il faut le communiquer, il faut le dire et il faut le faire ressentir. Encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence entre la pratique et le discours, parce qu'il ne faut pas avoir un pseudo-discours de fausse humilité et en réalité se comporter comme une pourriture qui ne respecte pas ceux qui travaillent autour de soi. Donc il faut qu'il y ait cette cohérence. Mais effectivement, il faut avant qu'il y ait la cohérence, il faut déjà qu'il y ait de la prise de conscience, quoi. Ces arrivées, on parlait des arrivées un peu particulières que tu as eues. Est-ce qu'il y a une autre expérience de management que tu as vécue qui a été particulièrement difficile? Ah ben, dans la même expérience, toujours dans cette arrivée chez Elior, je peux prendre l'exemple d'une erreur qui a été la mienne, qu'il a fallu rattraper, corriger et dont j'ai tiré les enseignements plus tard. C'est qu'en arrivant moi-même dans une équipe à construire, à renforcer avec un certain nombre de collaborateurs avec lesquels j'avais déjà travaillé dans différentes entreprises, soit qui me suivaient directement, soit que j'avais récupéré ailleurs. J'avais une forme d'habitude de travail avec ces collaborateurs, enfin, et dans les deux sens, où on n'avait pas nécessairement besoin de se parler pour se comprendre, où je savais les compétences des uns et des autres, chacun savait ce que je pouvais attendre de lui ou pas. Et ça a créé une grosse disparité entre les collaborateurs que je récupérerais dans l'entreprise où j'arrivais et ceux qui me suivaient. Et ça a créé un décalage et quelque part, j'ai loupé, c'est étonnant de le dire, mais j'ai loupé l'intégration des collaborateurs qui étaient déjà dans l'entreprise. Puisque quelque part, ce sont eux qui se sont un peu trouvés à la peine et à courir derrière nous. Et à un moment, il y a eu un malaise qui a été perceptible et il a fallu prendre le temps d'un séminaire, il a fallu prendre le temps de poser les choses, de permettre à chacun de s'expliquer, de bien prendre conscience de la situation. Je n'avais pas bien pris conscience de cette situation et de remettre tout le monde sur les mêmes rails, de montrer à chacun qu'il y avait la même considération. Je l'ai évoqué au début de notre échange, mais c'est notamment à ce moment-là où j'ai réalisé qu'il y avait des collaborateurs qui pensaient que finalement ils étaient là par défaut parce qu'ils étaient là dans l'entreprise, donc je les gardais par défaut. Non, ils étaient bien là parce qu'ils étaient compétents, parce que je reconnaissais leurs compétences et que je souhaitais travailler avec eux et que je voulais travailler avec eux, mais peut-être que je ne l'ai pas exprimé, enfin assurément je ne l'ai pas exprimé, et donc ils ne le ressentaient pas comme tel, ils avaient des doutes sur leur propre valeur et la valeur que je leur accordais. Donc voilà, grosse erreur, ne pas bien intégrer ces équipes, et parfois intégrer des collaborateurs, c'est pas les nouveaux qui arrivent, c'est parfois les anciens, quand toi-même tu arrives avec une équipe, et quelque part une méthode, des codes, une culture, et au lieu de mélanger les deux cultures, quelque part, bah, là en l'occurrence malgré moi, j'ai imposé ma culture, alors que c'était pas mon intention, mais j'avais pas été assez
suffisamment attentif sur ce point et il a fallu le corriger. J'y ai toujours ensuite veillé, j'ai toujours veillé dans toutes les autres entreprises dans lesquelles j'ai pu arriver de ne pas commettre à nouveau cette erreur. Franchement, j'avais été très affecté par cette situation en ayant le sentiment d'avoir été un moment aveugle et de ne pas avoir bien regardé, considéré l'ensemble des membres de mes équipes. Ouais. Merci pour ce partage. Dans ton livre, tu évoques le droit à la déconnexion. On en entend de plus en plus parler, depuis le Covid notamment. Et tu parles notamment des managers qui sont en communication trop fréquente avec leurs employés et qui ne respectent pas forcément les horaires de travail, de week-end, de congés, tu vois, avec des SMS, etc., en tout cas du contact régulier. Toi, tu as managé à des hauts postes, avec des boulots prenant parfois 7 jours sur 7 par période. Comment tu as fait pour ne justement pas perdre pied à la réalité de tes collaborateurs en leur demandant pas d'être réactifs à toute heure? Alors c'est une question très complexe et intéressante. Je ne sais pas si je vais réussir à y répondre parfaitement ou dans sa globalité, mais effectivement, quand tu as de grosses équipes, quand tu es dans des activités multiples, notamment éclatées dans le monde, et donc potentiellement où tes équipes fonctionnent quelque part H24, si tu as des équipes en Asie, en Europe et en Amérique, en fait l'activité ne s'arrête jamais. Et donc quelque part, quand tu es dans les fonctions de direction les plus hautes, tu es potentiellement tout le temps sollicité. Il faut savoir se préserver, c'est important pour sa santé physique et mentale. Il faut aussi savoir ne pas tomber dans la facilité d'être dans une conversation permanente avec tes équipes. Je trouve ça catastrophique, les managers ou les dirigeants qui, au fil de leurs pensées, au fil du temps, t'envoient des WhatsApp, t'envoient des mails et en fait t'alimentent de façon permanente en fonction de leurs idées. En fait, c'est une forme d'exemplarité finalement, de respecter ces règles aussi. Exact. Ben alors, en fait, on n'en est pas à respecter des règles parce que j'ai pas encore évoqué le fait que quelque part, il va falloir trouver un mode de fonctionnement et peut-être des règles. Ouais. Mais en tout cas, donc première chose, c'est ne pas tomber dans cette facilité d'une conversation permanente qu'on trouve soi-même insupportable. Si on reçoit H24 des messages d'une personne qui, au fil de ses pensées, dit « tiens, il faut faire ça, tiens, il faut pas faire ça, tiens, est-ce que tu as pensé à ci, tiens, ici, on faisait comme ci, et tiens, si on invitait telle personne, et tiens, ici, on montait tel projet, ah bah tiens, 2 heures après, j'ai changé d'idée, maintenant, si on faisait autrement ». Enfin, comment prendre le temps d'une réflexion, de la construction d'un projet, d'une organisation à mettre en place, ça, c'est insupportable. Reste qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, et où, quand tu es dans une organisation qui est en ébullition permanente, tu ne peux pas non plus dire aux gens, alors ne travaillez plus ou ne vous adressez pas à moi pendant X temps, parce que là, j'ai besoin de ça. Donc, c'est pas simple. Bien sûr. C'est pas simple, il faut l'admettre et il faut se le dire. Mais reste qu'il faut arriver à mettre en place une organisation et une forme de respect. Plusieurs choses. Sur cette communication permanente. D'abord, cette communication permanente, c'est aussi un problème. S'il y en a qui travaillent plus tard le soir que d'autres ou en horaire décalé, c'est un problème quand tu es en vacances et que tes équipes continuent à travailler. Tu ne peux pas leur dire ne communiquez plus avec moi. Et pourtant, tu as besoin d'être en vacances. La machine, elle a besoin de changer d'air. Le cerveau, il a besoin de s'aérer. Donc, il faut trouver des façons de faire. Sur ce point, par exemple, moi, ma façon de faire, c'est d'avoir créé pour moi et mes équipes un code d'objet mail qui s'appelle NPO, ne pas ouvrir. Ne pas ouvrir, ça veut dire que ce soit moi qui m'adresse à mes équipes ou mes équipes qui s'adressent à moi. À partir du moment où il y a ce NPO, je sais que je pourrais traiter ça au moment où j'aurai du temps pour le faire. Et si je suis en vacances et que j'ai décidé de me déconnecter, mais que quand même je vais régulièrement jeter un œil sur mes mails, ce qui est assez catastrophique, parfois nécessaire, pas toujours indispensable, eh bien je sais que tous les NPO, je ne vais pas les ouvrir. Et que je ne vais aller ouvrir qu'éventuellement le message d'un client ou un sujet qui nécessite une réaction rapide et qui peut éventuellement ne pas attendre que je rentre de vacances. Mais si je ne suis pas capable de me prendre des vacances, de me reposer et qu'au final je vais être hospitalisé ou que je vais crever, donc finalement ça veut dire que quelque part la vie va continuer et que donc je n'étais pas obligé de répondre aussi précipitamment à ces messages. Mais ça permet à chacun de continuer de fonctionner à son rythme, mais sans mettre une pression inutile aux autres où au fur et à mesure que je bosse, finalement je me décharge, et finalement c'est sans limite.
Autre chose très importante, alors je ne sais pas si c'est particulièrement propre à la com, mais comme c'est mon vécu, c'est ce sur quoi j'ai voulu mettre des limites. J'ai très vite compris que les collaborateurs, ils bossent toute la semaine sur leur dossier, et puis le vendredi, entre 16h et 18h, tout d'un coup, chacun te balance ses dossiers, chacun te balance ses textes à relire, chacun te balance ses validations. Tout ça, c'est pour le début de la semaine suivante. Et là, à un moment, il faut dire stop les gars. Ouais, je refuse que le vendredi après-midi, on me balance des mails, des messages, des commandes internes pour que je donne mon avis, pour que je valide, pour que je prenne connaissance, pour que je valide, que j'approuve ou que je décide. Donc, en fait, je ne vais pas consacrer mon week-end et mon temps de repos auquel j'ai le droit, moi aussi. Aussi le droit à ton droit de déconnexion. Voilà, à finaliser votre boulot pour que vous puissiez reprendre tranquillou en début de semaine prochaine. Donc ça demande de l'organisation et ça demande du respect. Et donc, de la même façon, moi, je ne vais pas demander le soir, à la dernière minute, à un collaborateur de faire un boulot pour le lendemain matin. Ça peut arriver une fois. Ça peut arriver 2 fois, ça ne peut pas arriver tous les jours, ça ne peut pas arriver toutes les semaines, ça ne peut pas arriver tout le temps. Là, ça, c'est de la désorganisation. Donc, il faut respecter ce genre de code et de règles, il faut l'imposer aux autres, il faut se l'imposer à soi aussi. Et tout à l'heure, on parlait de l'exemple de savoir dire non. Combien de communicants ont vécu dans leur vie un mail qui arrive le vendredi à 17h ou 18h en disant il me faut un communiqué de presse ou une conférence de presse lundi matin parce qu'on lance un sujet hyper important. Non, j'ai aucune raison de sacrifier mon week-end pour mettre en place, pour prendre le temps de comprendre un sujet, pour écrire un communiqué de presse, pour inviter des journalistes, alors que si ce sujet est très important, ça veut dire qu'on y travaille depuis des semaines, voire des mois, et que donc en fait on a juste oublié de m'associer en amont à ce projet, et donc c'est pas à moi tout d'un coup de devenir la variable d'ajustement de ton inorganisation. Oui, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup tes exemples, parce qu'en fait c'est donner des règles. L'exemple du NPO, ça vient même renforcer une culture d'équipe finalement. Mais complètement. On se crée des codes en équipe. Le NPO, j'ai une anecdote très récente parce que elle m'a vraiment fait sourire. Il n'y a pas longtemps, il se trouve que j'étais en déplacement, en vacances au Brésil, et je reçois un mail NPO. Et alors je l'ai quand même ouvert parce que c'était une personne que je ne connaissais pas. Je l'ai quand même ouvert. Et puis j'ai attendu mon retour de vacances et j'ai interrogé la personne. Je lui ai dit mais c'est quoi ce code NPO ? Et elle me dit ah non mais je savais que vous étiez en vacances donc c'était pour pas que vous déranger, que vous sachiez que. Et donc en fait c'était une autre organisation, une autre équipe, donc des gens que je ne connais pas, à qui j'ai pas partagé cette règle-là, qui utilisaient ce code que j'ai inventé. Alors je l'ai pas déposé, j'en suis pas propriétaire, mais j'ai ouvert le mail parce que j'avais un doute. Je me disais mais pourquoi NPO, enfin, est-ce qu'il y avait une astuce, est-ce qu'il y avait un truc, est-ce que ça voulait bien dire, est-ce que c'était bien le code que moi j'utilisais avec mes équipes? Et donc voilà, c'est des codes qui peuvent être utilisés par d'autres et qui peuvent fonctionner. Ça peut devenir un code universel quoi. En francophone, ne pas ouvrir. Si vous voulez avoir Frédéric Fougera en podcast, vous envoyez un mail NPO et comme ça vous êtes sûr qu'il ouvrira. Super, merci beaucoup. Tu as été DIRCOM pendant 35 ans, toute ta carrière finalement. Dans la com, on parle plutôt de communication externe, mais la communication interne, tu le sais dans tes rôles de manager, ça joue un rôle clé. Et je voulais savoir qu'est-ce qui fait selon toi une bonne communication managériale ? Là, je vais remettre un peu d'ordre parce qu'il y a un petit peu un mélange dans plusieurs concepts. D'abord, la communication externe et la communication interne, c'est un peu des concepts qui tendent à disparaître parce qu'aujourd'hui, notamment avec les technologies qui sont celles qu'on utilise aujourd'hui depuis un certain nombre de temps maintenant, toutes les communications transpirent. Donc il n'y a plus vraiment de communication interne et de communication externe. Il y a plutôt des communications ciblées sur des profils particuliers. Parce que quand je publie une information ou je partage quelque chose sur un intranet, par exemple, auprès des collaborateurs, ça peut toucher d'autres personnes parce qu'il peut en parler, parce qu'il peut transmettre, parce qu'il peut faire suivre. De la même façon, si je fais un communiqué à la presse, c'est considéré comme une communication externe, mais pourtant le collaborateur, il va éventuellement écouter le média ou lire l'article qui sera écrit. Donc tout transpire aujourd'hui. Donc on n'est plus vraiment dans une question de communication interne et externe. Mais tu faisais le lien entre la communication interne et la communication managériale. La communication managériale, c'est pas de la com interne, c'est du management. Donc ce n'est pas le rôle de la communication interne de faire de la communication managériale. D'ailleurs, souvent quand des managers demandent à la communication
interne ou pas, de les aider dans leur communication managériale, ça se limite souvent à la production d'un PowerPoint, d'une présentation, ce qui serait plutôt le boulot d'une assistante. Il n'y a pas de valeur ajoutée de communicante là-dedans. Mais la com, au sens de créer de la relation, en fait c'est ce que tu évoques ici, pour moi la communication c'est créer de la relation, et ben, créer de la relation avec ses équipes, c'est une compétence managériale, mais qui n'est pas de la communication en tant que telle. Et on peut moi j'aime beaucoup, dans les pays francophones africains, ils utilisent un vocabulaire qu'on n'utilise pas nous dans la France hexagonale, c'est le mot de communicateur, pour en fait bien distinguer le fait que tout le monde est communicant. On est communicant avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents, avec des commerçants. Donc on communique toute la journée. Et un manager communique avec ses équipes. Et cette fonction de communicant est distinguée de la fonction de communicateur, qui nous paraît un peu étrange à l'oreille, mais pour le coup est bien utile, et qui fait la différence avec la fonction, l'exercice professionnel de la communication, et donc toutes les compétences et qualités que ça nécessite. Donc la communication managériale, elle est très importante, parce que le rôle d'un manager, c'est évidemment de créer de la relation, du lien, de l'harmonie, du fonctionnement avec ses équipes, mais c'est pas de la com, c'est pas plus de la com interne que de la com tout court, en tout cas pas dans le sens professionnel du terme. Oui, oui, bien sûr. Ce que j'entendais par là, c'était le rôle du manager en tant que relais justement des actions de communication interne. Tu vois, par exemple, quand on a une stratégie RSE, bon bah c'est pas que les personnes c'est pas que les référents RSE et les ambassadeurs RSE qui le portent. Ça peut aussi, ils peuvent trouver dans les managers des points de relais. Je comprends. Effectivement, le management à un moment ou un autre devrait, je dis bien devrait parce que c'est pas toujours le cas, incarner certaines politiques, les porter, les expliquer, les illustrer, et peut-être leur donner vie au-delà d'une simple action de communication faite, là pour le coup, par la communication, qui va plutôt être dans le partage. Donc là, effectivement, là c'est un manager qui joue à plein son rôle quand il est dans ce type d'exercice. Et je dis bien devrait parce que c'est souvent pas le cas, et même pour des activités, enfin pour des sujets qui sont un peu éloignés de la communication et qui sont très business, je vois souvent des équipes au plus bas sur le terrain ou au plus loin sur le terrain, c'est pas une question de hauteur mais c'est une question de distance, au plus loin sur le terrain, qui sont mal informés de certaines stratégies business, parce que ce qui a été décidé au plus haut niveau de l'entreprise, finalement, est mal communiqué par les managers eux-mêmes. Après, si ça concerne tout autre sujet que purement l'activité métier, c'est carrément formidable quand on a des managers de ce niveau-là. Mais je sais que c'est pas toujours le cas et c'est compliqué. Mais d'où aussi le rôle de la communication interne, d'être finalement un canal de communication parallèle à celui du manager pour aussi apporter des informations et permettre à l'ensemble des équipes d'être aware, comme dit Jean-Claude Van Damme. C'est la première fois de ma vie que je cite Jean-Claude Van Damme. Peut-être la dernière. Hein. Peut-être la dernière. Tu diriges aujourd'hui une agence de communication de crise, Tenkan Paris, on dit c'est Tenkan. Tenkan, exactement. Tenkan, ça veut dire pivoter en japonais. Ceux qui font des arts martiaux et notamment de l'aïkido ont ce mot à l'esprit. Et Tenkan, c'est un mouvement d'anticipation, de vision, de rapidité, de position, de stabilité, qui correspond assez bien à ce qu'est la gestion d'une communication de crise, qui réunit toutes ces qualités. C'est justement là que je veux t'emmener, c'est quoi les erreurs de communication que toi tu peux observer au niveau du management dans une situation de crise justement? Alors il y a les erreurs tout court et il y a les erreurs de communication. Oui. Les erreurs tout court, et la principale erreur est celle qui va faire que beaucoup d'autres erreurs vont apparaître, c'est assurément l'absence de préparation. Mais pour être préparé, il faut avoir une prise de conscience de ce qu'est la communication et les enjeux de la communication aujourd'hui et les risques de ne pas communiquer ou de ne pas être prêt à communiquer aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut avoir des communicants, un DIRCOM ou une équipe de communicants qui soit pro. On peut être très pro et ne pas avoir l'expérience de la communication de crise, donc aussi être capable de s'entourer de gens qui ont cette expertise, en collaborateur, en consultant, en agence, peu importe. Tout le monde n'a pas eu la chance ou le malheur de gérer des crises.
Il faut être capable d'anticiper et de se préparer à la crise. Il faut avoir des porte-paroles qui soient formés à la communication de crise. Et ça, c'est pas si fréquent que ça. Et il suffit pas d'avoir du charisme ou d'être un beau parleur ou d'être à l'aise devant une assemblée pour être un bon communicant de crise. Au contraire, et là on rentre dans les erreurs de communication de crise, c'est plutôt souvent un handicap de se croire très à l'aise. Parce que l'aisance que l'on a à s'exprimer fait qu'on maîtrise moins son discours et on maîtrise moins les risques de son discours. Et donc on risque par exemple de venir alimenter la crise en parlant trop ou en donnant des informations qu'on ne devrait pas donner. En menant un petit peu trop freestyle, enfin, c'est ça, sans suffisamment préparer. Exactement, en venant alimenter la crise souvent. En répondant à une question, on vient apporter des éléments qui n'ont pas été posés, mais qu'on a plaisir à partager et qui du coup ouvrent des nouvelles pistes d'interrogation, de suspicion, éventuellement de mensonges, qui font que en fait, on envoie des cartes postales qui font qu'on relance la crise, on relance le bruit médiatique, alors que l'objectif c'est de réduire, voire faire taire le bruit médiatique, ou déplacer le projecteur sur d'autres sujets pour qu'on arrête de parler de la crise. Donc voilà, l'erreur et l'erreur de communication de crise. L'erreur, c'est de ne pas y être préparé, de ne pas la considérer comme étant un enjeu majeur aujourd'hui dans un monde ultra médiatisé. Et l'autre erreur, c'est d'avoir des certitudes ou des assurances sur ses capacités à faire ce que l'on ne sait pas faire. Et c'est en principe à ses dépens. Et on risque de dégrader l'image du dirigeant, l'image de la marque, l'image de l'organisation. Quand on est manager, on a plein de challenges à relever. C'est quoi pour toi le plus gros challenge que tu rencontres en tant que manager au quotidien? Comme je suis très tourné sur l'humain et qu'on a beaucoup parlé de l'humain, moi c'est un challenge humain que j'ai envie de partager. C'est que pour moi le plus gros challenge, c'est de donner envie aux équipes d'avoir envie. En fait, c'est comment on fait au quotidien pour motiver les gens, comment on fait pour que les gens aient envie, plaisir de se lever le matin pour venir rejoindre l'équipe. Donc voilà, c'est tout ce que l'on donne pour permettre à une équipe de fonctionner avec le désir de réussir, avec le désir d'être performante, avec le désir de se retrouver. C'est ça je pense que c'est ça pour moi le plus gros challenge humain du manager. Et je l'ai vécu avec succès à plein de moments. Je l'ai vécu au moment du Covid, où ce sont mes équipes qui venaient le plus travailler, alors qu'il y avait la possibilité de ne pas venir au bureau, et il y a plein de services où les gens ne venaient pas, mais moi mes équipes, elles avaient envie de venir et de travailler ensemble et d'être ensemble. Je trouvais ça assez extraordinaire. Autre exemple, c'est un jour j'entends une de mes collaboratrices qui est au téléphone avec un de ses anciens patrons qui essaye de la débaucher, et là je l'entends, c'était le jour où elle revenait des vacances d'été, et un de ses anciens patrons essaye de la débaucher, et elle a dit mais non mais moi je suis super contente d'être rentrée de vacances pour retrouver mon patron et puis pour retrouver l'équipe, et on est non j'ai pas du tout envie de partir, et non j'ai pas du tout envie de te rejoindre, et je suis super bien là où je suis. Voilà, ça c'est des moments qui sont très touchants parce que c'était pas un message qui m'était adressé, c'était pas fait pour me faire plaisir. J'ai surpris cette conversation et j'aurais été même furieux qu'elle parte, même si c'était sa liberté, personne n'appartient à personne. Mais voilà, c'était merveilleux de savoir que les gens sont heureux de rentrer de vacances pour retrouver l'équipe dans laquelle ils bossent. Ça veut dire que quelque part on a réussi son boulot de manager. Et sur ce que tu évoques, selon toi, comment tu fais justement pour donner envie? Alors, c'est peut-être la synthèse de tout ce qu'on a pu dire avant, en essayant d'être éthique, peut-être en étant moi-même, en étant honnête, en étant transparent, en déléguant, en assumant les erreurs de l'équipe, parce qu'en étant le patron, c'est moi qui décide, donc c'est moi qui suis responsable des erreurs, en ne me défaussant pas sur les uns ou sur les autres quand il y a un problème. En célébrant les succès aussi. Les succès, ce sont ceux de l'équipe, les erreurs, ce sont mes erreurs. Voilà, et certainement aussi en ayant fait le choix, ou en faisant le choix, ou en me fatiguant, sans que ce soit un mot négatif, mais en faisant l'effort de porter une énorme attention au recrutement. Moi, mes recrutements, j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait énormément de diversité dans mes équipes. Donc ça veut dire des personnes qui viennent d'horizons différents, d'âges différents, de formations différentes, de cultures différentes, pour que chacune
qu'une apporte sa singularité, sa spécificité à l'équipe, de recruter des figures fortes, mais qui ne vont pas aller écraser les autres figures. Donc avoir des personnalités, mais qui doivent permettre aussi aux autres personnalités de l'équipe de vivre. Ça, c'est un jeu très habile. On ne réussit pas tout le temps, hein, mais je pense que c'est tout ce travail qui fait à un moment que l'équipe fonctionne. Donner confiance aux gens, soutenir les gens, dire aux gens qu'ils ont droit de faire des erreurs et que tu préfères qu'ils fassent les choses plutôt qu'ils se freinent, mais au risque qu'ils fassent des erreurs, mais les soutenir quand ils font des erreurs, après qu'ils apprennent de leurs erreurs pour éviter de les reproduire ou de les reproduire trop souvent. Mais voilà, c'est instaurer cette confiance, donner des responsabilités aux gens. Moi, j'ai toujours veillé, parce que j'ai eu cette chance qu'on me donne des responsabilités, j'ai toujours veillé à donner beaucoup de responsabilités aux gens et aussi à des jeunes. Quand tu donnes des responsabilités à des personnes très jeunes, elles sont fières de les avoir, elles sont généralement reconnaissantes et loyales, donc ça fait des gens très motivés. Essayer d'avoir aussi un équilibre entre les hommes et les femmes, entre les plus anciens et les plus jeunes. Voilà, essayer de faire vivre quelque part une société, de faire vivre harmonieusement une société de gens positifs et utiles qui sont bien dans leur job, encore une fois. Super, c'est génial, tu as donné vraiment beaucoup de conseils assez concrets, je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose... Je me permets un complément. Oui. Quand je parle de la diversité, elle ne se fait pas toute seule. La diversité, c'est du travail. Un jour, pendant des années, j'ai voulu travailler en open space au cœur de mes équipes, et un jour, j'ai un autre VP d'un groupe, à l'époque c'était chez Altran, devenu Capgemini aujourd'hui, je crois de mémoire c'était le VP Innovation, qui vient dans mon service, puis il regarde tout l'open space, puis il me fait « Mais Fred, mais comment tu fais pour avoir autant de diversité dans ton équipe ?» Et je lui dis « Je l'ai décidé. C'est une décision politique. » Parce que lui, il me disait, ah bah oui, mais moi, j'ai que des gens qui ont le même parcours que moi et qui viennent de la même école. Bah oui, parce que quelque part, c'est plus facile, plus rapide, plus réconfortant, plus rassurant peut-être, d'aller chercher des gens à qui il suffit de tendre la main parce qu'ils sont juste à 2 doigts de ta main. C'est plus compliqué de dire, oui. Non, dans une société civilisée, il doit y avoir une place au travail pour les personnes handicapées, donc je dois avoir des personnes handicapées dans mon équipe. C'est pas si simple d'aller les chercher, parce que les personnes handicapées, elles ne vont pas venir spontanément frapper à ta porte, parce qu'elles pensent que de toute façon, elles vont se faire jeter, parce qu'il faut aller dans des organisations particulières pour aller mettre ton CV ou pour aller recruter des gens. Puis tu vas pas la recruter parce qu'elle est handicapée, tu vas la recruter parce qu'elle est compétente, et compétente comme n'importe quelle autre personne, elle a juste cette spécificité, accident de la vie ou de naissance, d'être handicapée. Si tu veux des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des parcours différents, il faut sortir de ta zone de confort, j'aime pas ce mot, mais de ton périmètre habituel, il faut sortir de ton quartier, il faut sortir de ton école, il faut sortir de ta ville, il faut aller chercher ailleurs. Tout ça, ça prend plus de temps, ça demande des efforts, mais sauf que le résultat en retour, il est extraordinaire, parce que évidemment, ça te donne beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'énergie, et ça permet d'avoir des équipes absolument géniales. C'est comme ça aussi que je conçois le fonctionnement et le recrutement de mes équipes. Quand je suis arrivé chez Elior, fameux rendez-vous, première réunion qu'on évoquait tout à l'heure avec une équipe qui apprend 1 heure avant que son patron a été viré, puis voilà le nouveau patron. Et une des personnes, la senior de l'équipe, qui m'accueille formidablement, elle s'appelle Anne, je lui fais un coucou si elle écoute ce podcast. Elle m'explique que j'ai la chance d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a une très grande diversité. Et là, je me penche, je fais le tour de la table et je ne vois que des femmes blanches de 30-40 ans. Et je leur dis, je ne sais pas où est la diversité, mais on n'a pas la même conception de la diversité. Et là, elle m'a expliqué, ah oui, non, mais c'est dans toute l'entreprise. Elle réalise finalement l'incohérence de son propos. Et c'est vrai que l'entreprise, pour 1001 raisons, avait beaucoup de diversité. À la direction de la com, il n'y avait aucune diversité. Quand j'en suis parti plusieurs années plus tard, il y avait autant d'hommes que de femmes, il y avait des gens de tous les parcours, de toutes les couleurs, de toutes les religions, il y avait des anciens, des juniors, il y avait de la diversité quand je suis parti, quoi. Même si j'en ai embarqué une partie avec moi. Faire pour redéfaire. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des juniors. Est-ce qu'il y a une erreur de primo-manager que tu vois régulièrement faite? Je ne sais pas si je la vois régulièrement, mais il y a une erreur ou une peur du primo-manager qui est celle de la peur de déléguer. On en a beaucoup parlé.
Déléguer, moins on a d'assurance, d'autorité professionnelle, plus on est réticent à déléguer parce qu'on a peur d'être remis en cause ou que d'une façon ou d'une autre les choses ne vont pas être bien faites et que du coup on en sera responsable. Et je pense que c'est la principale erreur, ou en tout cas c'est le principal apprentissage à avoir pour s'affirmer en tant que manager, c'est être capable de déléguer. Donc il ne faut pas avoir peur de déléguer. Il faut créer les conditions pour pouvoir déléguer, mais il ne faut pas avoir peur de déléguer. On arrive vers la fin du podcast. Je voulais te demander, tout à l'heure, tu as donné beaucoup de conseils différents sur lesquels les auditeurs vont pouvoir piocher. S'il y en avait un seul très concret que tu voudrais qu'ils retiennent, ce serait quoi? Un seul conseil pour bien manager, c'est s'entourer de personnes plus compétentes que soi, chacune dans son domaine. Il n'y a pas d'autre conseil possible. Ouais. Une équipe ne peut fonctionner qu'avec des compétences. Donc il faut avoir les meilleures compétences autour de soi. Le manager, le patron, c'est le décideur, c'est celui qui coordonne. Après, il faut qu'il ait les meilleurs autour de lui-même. Super. Mais c'est super intéressant parce que on l'entend beaucoup dans l'entrepreneuriat, tu vois, de s'entourer de personnes plus compétentes que soi. Et en fait, ça se transpose complètement dans le management. Je pense qu'il y a encore des managers pour qui ça peut être un frein. Parce qu'en fait, si les gens sont plus compétents que moi dans mon équipe, quelque part, est-ce que j'ai encore ma légitimité? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent derrière. C'est souvent ce frein psychologique qui fait que d'ailleurs des gens préfèrent recruter des gens un peu faibles, pas très compétents, pour continuer à briller. Mais vaut mieux briller avec une équipe ultra performante qui t'emmène très loin que briller parce que en fait, tu t'es entouré que de gens minables autour de toi. Donc effectivement, tu es le meilleur, mais par défaut. C'est pas le secret de la réussite. Et j'ai une dernière question. Tu as été très fidèle à un président que tu as suivi dans 5 entreprises différentes pendant plus d'une décennie. Deux décennies même, carrément, 20 ans. Et je voulais savoir justement, qu'est-ce qui a été, on parle depuis tout à l'heure d'exemplarité, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans son management qui t'a valu cette fidélité? Alors dans son management, c'est certainement sa capacité à déléguer, hein. On tourne en boucle, mais c'est certainement sa capacité à déléguer et son soutien. Donc une personne, quelque part, tous les propos que j'ai tenus, quelque part j'ai été le porte-parole de ce qu'il m'a appris, de permettre aux équipes, de demander aux équipes d'avancer, de leur permettre de faire des erreurs, de tirer des enseignements de ces erreurs et de les soutenir quand elles font des erreurs. Parce que si tu dis aux gens, allez-y, faites des erreurs, mais qu'après tu les casses quand ils font des erreurs, donc après ils n'iront plus, donc ils ne feront plus d'erreurs, puisqu'ils ne feront plus rien. Donc c'est assurément ce que j'ai pu apprendre de ce que j'appelle être un grand patron. De l'autre côté, parce qu'une relation c'est aussi à deux, je pense que ça a bien fonctionné par ma fidélité, ma loyauté, certainement dans ma nature, certainement qui vient aussi de mon historique de collaborateur d'élu. Être collaborateur d'un élu professionnellement, c'est très exigeant. Et je pense que les gens qui ont travaillé auprès d'élus sont de bons collaborateurs, en tout cas auprès de présidents d'exécutifs, qu'ils soient publics ou privés. Il y a cette proximité, cette connivence, ce dévouement qui fait qu'on est aussi des collaborateurs qui comptent. Merci Frédéric. Est-ce que on termine ce podcast? Si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Voilà. Vers quoi tu les orientes? Ceux qui veulent en savoir plus sur moi, ils utilisent Google et ils vont voir que je ne suis pas quelqu'un de très caché. Et ils peuvent même entrer en contact direct avec moi très facilement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur X, sur Instagram, sur Hello Masters pour les plus de 20 ans d'expérience professionnelle. C'est un nouveau réseau professionnel pour les plus de 20 ans d'expérience. C'est moi qui suis derrière mes comptes réseaux sociaux. Donc il y a une seule personne avec laquelle ils pourront échanger, c'est moi en direct. Avec plaisir, et je réponds toujours autant que faire se peut. Non, il n'y a pas autant que faire se peut, je réponds toujours à toutes les personnes qui me contactent. Super, merci beaucoup Frédéric en tout cas d'avoir pris le temps et d'avoir donné tes enseignements pour les managers. Je le rappelle, il y a ton 8e livre donc, sur le management, mais tu en as écrit aussi d'autres sur la communication, et notamment la communication de crise. Un partage entre mon expérience de management et mon expérience de DIRCOM. Donc il y a de la littérature. C'est que du partage d'expérience et de vécu. C'est pas de théorie, c'est pas académique, c'est du partage d'expérience. Super. Merci Frédéric. Merci pour la confiance. Merci d'avoir écouté Manager Tout Terrain.
Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux pour le remercier. Ensuite, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Le podcast Manager Tout-Terrain est diffusé par MyConnecting, l'organisme de formation qui vous accompagne dans vos projets de transformation des compétences. Vous retrouverez dans la description toutes les informations pour nous contacter. Et moi je vous dis à la prochaine!